à la fois un peu une conclusion et en même temps un démarrage. C'est très classique de dire ça comme ça, je le sais, mais c'est la conclusion de l'escale qu'on a fait ici, à Bastia et autour de Bastia, et qui a produit beaucoup de choses. Les étudiants nous ont accompagnés sur presque tous les événements. Ils ont vu toute la diversité des façons de discuter. Et cet après-midi, c'était un peu le moment où on approfondissait certains sujets. Donc évidemment, c'est à la fois conclusif pour notre escale à Bastia, mais c'est aussi un démarrage et pour chacun d'entre vous de continuer à vous intéresser au sujet. Cet après-midi, c'est vraiment la première fois. Je pense à l'atelier que j'ai pu animer sur les zones de protection forte. On aura d'autres rendez-vous sur les zones de protection forte, par exemple, à Nice, à Marseille, à Perpignan sans doute, mais aussi au niveau national, il y aura un webinaire qui sera consacré à ces questions-là, avec les autres façades, pour discuter aussi avec les autres façades, Atlantique, Manche et Mer du Nord, pour discuter de ces sujets-là. Donc suivez vraiment les choses, parce que petit à petit, on espère que le sujet va avancer, progresser. Mais on était d'abord très heureux de faire cette première escale ici en Corse, et du coup de pouvoir lancer un peu la réflexion de fond sur ces différents sujets. Une fois que j'ai dit ça, je vais essayer de vous faire un petit rapport sur l'atelier que j'ai pu animer. Et puis, au fil de l'eau, mes collègues vont aussi prendre la main ensuite. Sur les zones de protection forte et les enjeux, je rappelle, mais très, très, très brièvement, en fait, l'enjeu, c'est de finalement labelliser des zones qui sont pour la plupart d'entre elles, ou pour certaines déjà existantes, et de voir si elles répondent aux exigences de la protection forte, en termes de réglementation notamment, en termes de protection et en termes de moyens aussi de surveillance pour que les protections soient effectives, soient réelles. La première remarque qu'ont fait les participants dans le groupe, c'est que dans la carte de la Méditerranée que vous avez vue tout à l'heure en début de réunion, sur cette carte, l'ensemble des zones proposées par l'État en disant c'est des zones à enjeu sur lesquelles on pourrait chercher à avoir de la protection forte, on arrive à 7% sur l'ensemble de la Méditerranée. Quand on regarde la carte, en fait, c'est quand même la Corse qui en fait le plus, quoi. C'est même la Corse qui en fait beaucoup plus que les autres. Plus que l'Occitanie, et alors beaucoup plus que PACA. Et sur ce sujet, qui est tellement criant quand on voit la carte, où on voit beaucoup de zones potentielles autour de la Corse, il y a clairement deux façons de le voir. En tout cas, c'était comme ça que ça a été dit dans l'atelier. Une façon de dire c'est pas normal, pourquoi on en fait plus que les autres. Et une autre façon de dire c'est formidable, on fait mieux que les autres, et tant mieux, on est quelque part pionnier sur cette question. Deuxième sujet, c'est que sur cette carte, on a vu que les zones potentielles, les zones à enjeu, sont quand même, autour de la Corse notamment, pour beaucoup d'entre elles, un peu au large, un peu loin de la côte. Et là, il y a une vraie question. Pourquoi c'est loin de la côte? Est-ce que c'est parce que les enjeux environnementaux sont loin de la côte? Non. En fait, il y a des enjeux très forts auprès de la côte. Et en fait, c'est peut-être parce qu'elles sont peut-être plus difficiles à faire auprès de la côte, parce qu'il y a plus d'activités économiques, plus d'enjeux touristiques, peut-être de pêche aussi, et autres. Donc là, il y avait vraiment une question, c'est peut-être, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie d'aller faire le moins difficile, le plus loin, et de peut-être s'intéresser qu'après aux zones plus proches de la côte. Le troisième point, ça a été dit beaucoup, c'est qu'il y a vraiment une question de moyens et de moyens de surveillance. Et dans les zones qui sont déjà labellisées, il y a des zones qui sont peut-être déjà aujourd'hui réellement des protections fortes. On pense aux Bouches de Bonifacio, par exemple. Mais il y a des zones qui clairement ne sont pas surveillées, ou en tout cas où certains cantonnements de pêche, par exemple, associés à des protections, qui ne sont pas tout à fait respectés. Donc dès aujourd'hui, sur les 0,22%, ceux qui sont déjà protections fortes, on a des questions sur les moyens pour certaines d'entre elles. Le point suivant, c'est, alors, consensuel apparemment, c'est que, protection forte c'est bien, mais beaucoup de personnes se disent, mais en fait, le mieux c'est la réserve intégrale, c'est la protection intégrale. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Il faut déjà garantir des réserves intégrales, des zones de protection intégrale en quantité suffisante, parce que c'est là qu'on a le meilleur retour. Ça a été beaucoup dit que, pour du coup, la protection en mer, elle a des effets très visibles, très forts en termes de retour de la vie et de la biodiversité et de la biomasse. Et donc, c'est vraiment des zones importantes. Et ces zones-là, elles devraient aussi être couplées, ou en tout cas regardées au regard des enjeux halieutiques, c'est-à-dire des fonctions que peuvent avoir certaines zones de frayère, de nourricerie, qui doivent être en protection intégrale, parce que pour le coup, on sait que là, il y a automatiquement,
je le dis comme ça, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait le dire, mais il y a automatiquement un effet immédiat sur la ressource. Sur les moyens, j'en reste là. Peut-être on a eu avec le deuxième groupe un dernier sujet qui était ce fameux objectif, l'objectif de 5%. Est-ce que finalement on sait d'où il sort? Parce que quand on voit 0,22% aujourd'hui, on se dit 5% c'est formidable. Bah oui, c'est formidable parce qu'on est à 0,22, mais est-ce qu'en fait c'est vraiment le bon chiffre? Est-ce que formidable c'est pas plutôt 7 ou 10 ou 15? Ou peut-être que formidable c'est déjà à 3 et que c'est peut-être la bonne façon de faire. Et sur ce point, on a vraiment entendu l'État en tout cas proposer, et je crois avec en tout cas des commentaires plutôt favorables, en disant une fois qu'on a fait l'intégrale, quelque part, ça c'est très bien, on n'y touche pas. Pour le reste, donc par exemple, si on partait, ça a été proposé par M. Culioli, si on partait sur 2% déjà d'intégrale, pour le reste, pour arriver aux 5%, les 3 qui manquent, et peut-être plus, là on peut autoriser des activités pour le coup. Là, si au cas par cas, on constate que l'activité concernée ne vient pas endommager ou ne vient pas détériorer la biodiversité, sur ces situations-là, de protection forte, mais qui ne sont pas intégrales, là, on peut vraiment considérer que oui, ça peut être intéressant d'avoir des activités. Voilà, c'était un retour très très bref pour dire un peu à quel sujet et comment le groupe a essayé de répondre à la demande de l'État de l'aider à planifier la zone de protection forte. On va passer, Anthony, du coup, parce que je ne vois pas Dominique dans la pièce. Donc on va passer aux questions de qualité de l'eau avec toi. Non, ce n'est pas la qualité de l'eau. Terre-mer. Terre-mer, c'est la qualité de l'eau. Tu as du mal à te rappeler. Oui, le sujet, c'était les interactions terre-mer. Quelles conséquences sur la qualité des eaux marines? Donc, je vais être assez bref, mais le constat des participants, c'était que la quasi-totalité des déchets en mer proviennent de la terre. On estime à peu près 80%. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils viennent tous, si on parle de la Corse, que de la Corse. Ça peut venir de Tunisie, ça peut venir de Grèce, ça peut venir d'un peu de partout. Mais en tout cas, le constat, c'est que cette pollution terrestre arrive bien en mer. Donc, sur les propositions qui pourraient être avancées, en fait, il y en a tellement que ça nécessiterait un plan Marshall, un véritable plan Marshall, un grand plan d'action national pour la réduction et l'élimination des déchets en mer. Et ça passe par d'abord une grande décision politique. Ça passe ensuite par l'implication de tous les acteurs et de tous les utilisateurs, des élus, des collectivités, des industriels, des producteurs, des distributeurs, parce qu'ils ont un rôle important à jouer, et enfin des utilisateurs et des usagers. Mais ça ne peut être qu'à un niveau national et peut-être même plus large, européen, pour mettre en place ce plan d'action qui peut prendre plusieurs années. Mais si on ne fait pas... si on n'implique pas tous les fabricants, tous les acteurs, tous les utilisateurs, il y aura peu de chances que cette réduction des déchets en mer se produise. Voilà. Merci beaucoup pour la brièveté, c'était très, très chouette. On va prendre maintenant 2-3 minutes là pour justement que vous puissiez réagir aux 2 petits rapports qu'on vient de faire. On prendra les 2 autres thèmes ensuite. Est-ce que des personnes voudraient réagir à ce que vous venez d'entendre? Évidemment, en priorité, ceux qui n'ont pas participé à ces 2 groupes, bien sûr. Oui, madame. Bonjour Madi Kanchem. Je trouve qu'il y a encore énormément de confusion entre la labellisation des zones de protection forte et la création de nouvelles zones qui pourraient être des protections fortes. Et en fait, lorsqu'on est dans des conseils de gestion, lorsqu'on est dans des institutions comme ça, il y a encore une confusion qui est énorme. Et moi, j'aimerais bien que le débat public puisse le régler une fois pour toutes. Parce que c'est important que le citoyen comprenne que, par exemple, en Corse, on l'a presque labellisé tout ce qu'on avait à labelliser en termes de zones de protection forte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée de nouvelles zones d'aires marines protégées qu'on labellise dans un deuxième temps ou pas? Merci beaucoup. Peut-être la DMLC, vous voulez répondre là-dessus? Qu'est-ce qu'on créerait pour arriver Parce qu'il y a des zones qui ne sont pas forcément...
Je pense qu'on n'a pas atteint tout ce qu'on pouvait labelliser en Corse. On a atteint tout ce qu'on pouvait labelliser automatiquement en Corse et que pour pouvoir piocher d'autres petites zones à labelliser au sein d'aires marines protégées plus grandes, effectivement, il va falloir analyser si oui ou non les pressions sont réduites ou régulées, voire supprimées, s'il y a des contrôles suffisants, s'il y a des gestions suffisantes, et sinon, identifier qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça puisse être le cas. Et il est, on va dire, prioritairement demandé de labelliser des zones dans des aires marines protégées existantes, mais il n'est pas totalement exclu de pouvoir créer des outils réglementaires, fonciers ou contractuels pour labelliser d'autres enjeux écologiques. Donc les deux ne sont pas incompatibles et il faudra sûrement d'ailleurs passer par les deux pour arriver au pourcentage et aux cibles qui ont été évoquées. Merci beaucoup. Un micro peut-être pour derrière, je ne sais pas si micro qui circule. Oui, merci Nathalie. Oui, Christine Perjean. Personnellement, je trouverais dommage effectivement qu'on se contente de labelliser uniquement de l'existant parce que ça ne rajoute rien finalement, je dirais, à ce que l'on a. À un moment donné, le but du jeu, c'est aussi d'être ambitieux et de vouloir aller plus loin en termes de conservation. Merci beaucoup. Monsieur Orsini, non, alors il ne marche pas cela. Enfin, il marche, mais il ne faut pas. Antoine Orsini, moi je pense qu'au-delà des AMP, des labels, des cantonnements de pêche, aujourd'hui ce qu'il faut, c'est la surveillance, c'est-à-dire c'est du personnel sur le terrain, entre guillemets, vous avez compris, hein, des personnels sur les bateaux. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut. Regardez Scande, là, c'est quand même une réserve nationale. Sans surveillance, Scande, là, n'est rien. Donc, on peut faire, je suis pour qu'il y ait de plus en plus qu'on atteigne même 50%. Autour de la Corse, j'ai vu que le grand herbier de la plaine, ces grosses taches jaunes, c'était... Mais on peut écrire, on peut pondre, on peut avoir des arrêtés ministériels, on peut avoir des réserves naturelles de Corse. Hein, mais s'il n'y a pas le personnel, quand on cite en exemple Bonifacio, M. Cuglioli, il est là. Parce qu'il a du personnel, parce qu'il y a de la surveillance. Donc il faut du personnel. Il ne suffit pas de faire des cartes et de faire des arrêtés ministériels ou signés par le président de l'exécutif, hein, puisque je suis pour les RNC. Merci bien. Oui, merci. Maurice Rignol, demandeur d'emploi. Donc, je voulais aller dans le sens de M. Orsini, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'activité concrète qui est menée à l'intérieur de, effectivement, on peut quantifier, délimiter, il peut même y avoir des zones qui se superposent les unes sur les autres à l'infini. Ce qui compte, c'est ce qui est fait, comment c'est fait, pourquoi c'est fait. Je citerai rapidement un exemple, parce que j'ai écouté la radio cette semaine et je l'ai appris. Il est même possible de décider de l'extérieur de créer une zone protégée pour protéger telle surface de l'activité humaine, tout en expulsant des populations autochtones parce qu'on estime qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on a décidé de l'activité pour X raisons, pour la préservation d'une espèce de chèvre en voie de disparition, etc. Donc ce qui compte, c'est avant tout les activités menées et la cohérence et les interactions entre ces activités, effectivement, plutôt que la question qui est secondaire, c'est-à-dire elle n'est pas non plus négligeable, mais elle est secondaire, c'est-à-dire la question de la délimitation, de est-ce qu'il faut créer davantage de zones, etc. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière intervention sur les deux sujets qu'on vient de voir, M. Boudouresque ? Merci, Charles-François Boudouresque. Je voudrais dire qu'on a des exemples dans le monde, et pas très loin d'ici, le parc national de Porquerolles, dans lequel on peut avoir une zone de protection forte, avec, évidemment, avec une surveillance réelle et efficace, et c'est ce qu'on appelle la gestion multi-usage, c'est-à-dire où ce n'est pas une réserve intégrale, la pêche artisanale reste possible. Évidemment, la pêche de loisirs est complètement interdite. Évidemment, la plongée est sérieusement encadrée. Et
la pêche artisanale est encadrée par une charte, avec une charte obligatoire, avec des contraintes sur les heures de calage, sur les mailles des filets, sur les longueurs de filets, etc., qui font que on a une biodiversité qui est en bon état, qui est même exemplaire, tous les plongeurs le diront, qu'on a maintenu la pêche artisanale et que même, grâce à ces contraintes, les captures par unité d'effort des pêcheurs artisanaux sont plutôt plus élevées qu'ailleurs. Donc on a le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et donc il n'y a pas que, mais à condition évidemment qu'il y ait une surveillance effective et forte, et évidemment une concertation avec les usagers, il n'y a pas que l'interdiction totale dans le cadre d'une réserve intégrale qui fonctionne. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe du coup, merci pour cette contribution. On va passer aux deux thématiques suivantes. Donc on va commencer par la Posidonie, ce sera plus simple je pense, et on terminera par le réchauffement climatique. Posidonie, il est là. Posidonie et autres habitats marins. Coralie. Merci Étienne et merci à toutes les personnes qui ont contribué, présenté dans l'atelier sur la Posidonie et les autres habitats marins. Je commencerai par le titre de l'atelier qui était la Posidonie et les autres habitats marins et la conclusion que ce n'est pas un bon titre pour un atelier, qu'on aurait dû faire un atelier sur les habitats marins et qu'il n'y avait pas d'habitat de luxe ou d'habitat ordinaire. Il y avait la biodiversité marine, il y avait des habitats marins et qu'on ne pouvait pas se permettre de faire un petit peu de greenwashing sur le dos de la Posidonie. C'était voilà, tout ça pour dire que on a parlé aussi des autres écosystèmes, tels que les systèmes coralligènes, qu'on a parlé des interactions entre ces différents systèmes, qu'on a dit qu'il n'y avait, même s'il y avait des systèmes pauvres en espèces, ils étaient peut-être tout aussi importants. On est allé jusque même creuser, disons, jusqu'au sable, pour dire que les fonds sableux n'étaient pas de simples déserts sous l'eau. Là aussi, il y avait beaucoup de biodiversité, peut-être même beaucoup, et que la question n'est pas de savoir s'il y avait des systèmes pauvres en espèces ou avec beaucoup d'espèces, mais tout simplement des différents écosystèmes qui sont extrêmement liés entre eux. On a eu aussi pas mal de, on va dire quelques questions sur la capacité justement de ces fonds marins, du système coralligène ou des posidonies à être éventuellement réimplantés, à croître. Il y a eu des questions de savoir, voilà, c'est est-ce qu'on peut replanter de la posidonie. Il y a quelque chose qui nous a marqué dans cet atelier, c'était une expérience qui a été faite il y a 34 ans au large des côtes je ne crois pas que ce soit en Provence, mais bon, de Côte d'Azur, de Porquerolles. Alors si, c'est pas loin. Enfin bon, c'est la limite. Bon, il y aurait débat. Et c'était 10 cm de posidonie posée il y a 34 ans. Et aujourd'hui, 34 ans après, c'est 1,5 m de diamètre. Donc on est passé de 10 cm de diamètre, 1,5 m. On est passé de 10 cm de diamètre à 1,5 m de diamètre en 34 ans. Voilà, tout ça pour dire que ce qui est détruit aujourd'hui ou ce qui est potentiellement abîmé aujourd'hui, ça ne se reconstruit pas tout simplement en quelques années. Ce qu'on a dit aussi, on a quand même fait un petit peu d'histoire avec Monsieur Boudorès qui est revenu quelques âges en arrière pour essayer de voir à quel point quel était on va dire un niveau de biodiversité sur les éponges, en nombre d'éponges faibles, élevées, etc. Et qu'on a vu que les fluctuations étaient extrêmement fortes tout au long de l'histoire, si on comptait sur plusieurs dizaines de milliers d'années, et que comptabiliser ou essayer de se projeter uniquement en regardant quelques dizaines d'années, voire même un siècle en arrière, n'avait pas forcément de sens pour essayer de dire quel était l'état idéal de l'écosystème. Voilà.
Non, c'est tout. Je m'arrêterai là pour essayer de résumer ce qui a été dit. Merci beaucoup Sébastien. Donc Dominique, à toi la parole pour l'atelier sur le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Tu as 2 minutes. Alors, 2 minutes, non? Ouais. Ça, c'est pas possible. D'abord, je voudrais qu'Élise descende à côté de moi, si elle veut bien. Merci beaucoup. Il y aura juste une phrase à dire, Élise, c'est promis. Alors, donc on a Monsieur Rebillou de Météo France et Monsieur Maringo de Stérézo qui nous ont avec beaucoup de précision décrit les effets du réchauffement climatique sur la température, les effets de submersion marine avec l'élévation de la mer, du niveau de la mer, l'érosion de la biodiversité marine qui pourtant fournit 50% de notre oxygène et qui est un vrai puits de carbone, l'augmentation de la température marine avec des mortalités massives, enfin des choses assez alarmantes, malgré tout avec des messages d'espoir, donc c'était finalement assez optimiste et gai. Ensuite, dans les échanges, on a parlé de la gouvernance, comment est-ce que l'expérience était prise en compte dans les décisions politiques. Est-ce que, pour déplorer qu'on continue de construire des immeubles en bord de mer alors qu'on savait bien que ça pouvait être problématique, alerter sur le manque de moyens pour mettre en place des mesures adaptées pour contrer le changement climatique. On a aussi abordé les modèles de prévision. Enfin, donc on a abordé tous ces sujets-là. On n'a pas du tout avancé sur les solutions. Et à la fin du deuxième atelier, alors qu'on allait tout clore, on a eu 2 interventions. Une première intervention qui a constaté une fois de plus qu'on n'allait pas se contenter de l'effet colibri et que c'était bien gentil de faire appel toujours aux particuliers, mais qu'il y avait quand même une grosse responsabilité à la fois des politiques et des entreprises. Et pour la deuxième intervention, je vais donner la parole à Élise, puisque c'est elle qui l'a portée, c'est quand même mieux. Bonjour à tous, ou rebonjour si on s'est déjà croisés. Je me présente, je suis Élise Morand, je suis étudiante au master M1 GILVA qui accompagne la CNDP sur ces débats, sur le débat public de la mer depuis quelques temps déjà. On a réalisé les beaux kakémonos que vous avez derrière vous. Et effectivement, j'ai passé cet après-midi ici et j'ai participé à l'atelier sur le changement climatique. Et ravie d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu parce qu'il y a des bons points qui ont été soulevés. Néanmoins, on est resté vraiment cantonné à la causalité, au fait que effectivement le changement climatique existe, l'effet de serre augmente, le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente, mais personnellement, ce sont des choses qu'on sait, je pense, depuis déjà quelques temps. Et le but de cet atelier, c'était vraiment de réfléchir à des solutions pour justement enrayer cette machine qui est le réchauffement climatique, et on ne l'a pas fait. Alors qu'en plus, on aurait pu avoir des réponses à des questions qui se posaient. Je ne le vois pas dans la salle, mais il y avait Monsieur Virviel, François, qui était là pour peut-être nous aiguiller sur des alternatives, sur des moyens un peu plus écologiques de produire de l'énergie. Et on n'en a pas profité pour justement réfléchir ensemble sur ces solutions. Et c'est quelque chose que personnellement j'ai ressenti depuis le début, là, 3 jours qu'on est avec la CNDP, et avec toutes les personnes qu'on a interviewées, posé des questions, que ce soit au marché à Île-Rousse, hier à Stellamar, ou même ici aujourd'hui. Et bien c'est vrai, je trouve que sur cette question qui est, je pense, l'une des principales du débat autour de la mer pour la révision des documents stratégiques de façade, on reste cantonné à ce qu'on sait et on ne cherche pas trop à en savoir plus sur ce qui pourrait se faire. Voilà, c'est le constat que j'ai fait. Alors ça va, on est au début du débat sur la mer. Je pense que jusqu'au mois d'avril, peut-être que ça aura le temps d'évoluer. Mais voilà, c'est le constat que j'ai fait aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci Élise. Merci beaucoup. Et effectivement, le débat commence, mais merci beaucoup de cette invitation à aussi toucher et aller un peu plus loin vers les solutions. Est-ce qu'il y a des... Voilà, on va faire prendre une réaction très très courte, s'il vous plaît. Il y a 2 personnes là. Voilà.
Allez-y, je vous écoute. Ou les ventes. Donc, première chose, les documents stratégiques de façade, c'est un catalogue, d'accord? Donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait des priorités qui soient dégagées de ce document de façade, y compris, alors, des priorités par territoire. Les priorités peut-être sur la rive de la Méditerranée et les priorités sur la Corse ne sont pas les mêmes en fonction des besoins. Et ça nous paraît important. Autrement, on suit un catalogue, il y a beaucoup de préconisations, c'est des vœux pieux. Et après, il faudrait quand même que, compte tenu des contextes particuliers, il y ait des priorités qui soient dégagées, une ou deux ou trois, et qu'on s'arc-boute sur ces priorités pour arriver à des résultats. Deuxièmement, ça va être très court, il me semble qu'il faut une volonté politique, d'accord? Cette volonté politique, elle y est peut-être au niveau des préconisations de l'État, au niveau de la collectivité de Corse. Simplement, il faudrait qu'elle soit importante au niveau des élus locaux, parce que c'est souvent là. Donc il y a des explications à donner aux élus locaux, et il y a tout un travail à faire à ce niveau, hein, parce que là, il y a des blocages. Il existe des blocages, et là, ils sont insurmontables. Ensuite, la question des moyens, elle est primordiale, on l'a dit. Et enfin, il faut quand même dire que nous, on s'en aperçoit, quand on est association de défense de l'environnement, il y a une marchandisation de la mer qui est énorme. Il faut arrêter cette marchandisation, autrement on n'y arrivera pas. Et il y a un dicton qui dit en Corse « Bergogne a te qui bandi a dar », honte à toi qui vend la terre. « Bergogne a te qui bandi u mare », qui vend la mer, parce qu'on en arrive là. Hein. Tout est autour de cette économie touristique prédatrice qui utilise la mer et qui, comme richesse, et qui ne compense pas cette détérioration de la biodiversité. Merci beaucoup. Monsieur Orsini, puis... Merci. Bon, rapidement, revenir sur la Posidonie et autres milieux et autres écosystèmes marins. Si je salue le travail que font mes amis Christine et Gérard Perjean de réimplantation de Posidonie à titre expérimental, je salue aussi le travail que fait Stella Mare sur l'oursin et le dentier et tout ce qu'on veut, et sur la langouste, mais je pense qu'il ne faut pas laisser croire qu'on peut abîmer l'écosystème et que les scientifiques vont arriver pour le réparer. Donc moi je crois que cet aspect-là, il est fondamental. Je veux dire, il vaut mieux protéger et laisser faire peut-être de la régénération naturelle que de dire ne vous inquiétez pas, à l'université de Corse on a les meilleurs, même si c'est vrai. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une dernière? C'était où? J'ai pas vu une demande de... Monsieur, vraiment, en très très bref si vous voulez bien. Merci. Oui, Monsieur Serafini, c'est juste un peu pour, non pas répondre à la jeune fille tout à l'heure, mais quand j'étais en 6e, ça fait déjà un paquet d'années, j'ai appris que nous étions 3 milliards sur la Terre. Nous sommes bientôt à 9, donc inévitablement, il y a un problème. Merci beaucoup. Alors, je vous propose... allez, c'est vraiment le dernier appel, Monsieur Durieux, et vous serez le dernier. Merci beaucoup. Éric Durieux, ancien chercheur à l'Université de Corse. Moi, c'était juste très rapidement pour élargir en fait le débat par rapport à ces documents stratégiques de façade et notamment par rapport à la pêche et en particulier en Méditerranée. Moi, je pense qu'il y a vraiment une question centrale par rapport à la vision de l'avenir de la pêche en Méditerranée et notamment par rapport en fait donc à la continuité de l'activité de la pêche industrielle en Méditerranée. Voilà, en Corse, on a essentiellement, on a même à 100% on peut dire, de la pêche artisanale, on n'a que quelques chalutiers. Et en fait, ça, concernant évidemment l'exploitation halieutique, mais concernant les habitats, concernant des zones de protection, concernant beaucoup de choses, en fait, je pense qu'il faut intégrer... alors c'est une question au niveau de l'ensemble de la Méditerranée, c'est une question internationale, mais je pense qu'il faut vraiment se la poser pour la Méditerranée. Et je pense qu'elle sera peut-être plus prégnante sur notamment le golfe du Lion,
Je pense aussi à l'exploitation industrielle des grands pélagiques, la répartition des quotas. Ça, c'est central. Merci beaucoup. Alors, on est doublement ravis de votre intervention. Première, c'est parce que c'est grâce à vous quand même que tous les étudiants ont pu travailler pendant tout ce temps. Et on voudrait vraiment vous en remercier. On les a beaucoup remerciés, eux, mais le prof aussi, son importance. Et puis que vous venez d'appeler quelque part à faire du dialogue aussi entre les différentes régions. Et ce que vous venez de dire aussi, ça s'adresse quelque part aussi à l'Occitanie. Et c'est une très bonne façon de clore cette escale corse. On reviendra en Corse à Ajaccio en février. Et d'ici là, on sera passé notamment en Occitanie. Et on pourra peut-être revoir ce débat avec eux sur les questions de pêche. Avant de terminer cette réunion, donc je donne la parole comme convenu à Florent Gagneur, donc qui est le président. Mais est-ce qu'on a le temps ? Oui. Oui, on a le temps parce que tout le monde sait qu'il y a un pot, donc tous ceux qui sont là, ils restent pour le pot, ça c'est sûr. Donc, non, je blague. Donc, on a 5 minutes si ça vous convient. Si la soif ne vous a pas encore complètement éteint, on prend 5 minutes pour ton rapport d'étonnement. Florent, s'il te plaît. Même pas 5 minutes. Juste quelques toutes petites minutes. Alors, Étienne Balland m'avait demandé de faire une conclusion, ce qui évidemment je ne vais pas faire, puisque le débat va durer jusqu'au 26 avril. On est au tout du début du débat, il a commencé la semaine dernière, donc évidemment je ne vais pas faire de conclusion. Donc il m'a demandé de faire un rapport d'étonnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'étonne, ce que je ne vais pas faire non plus évidemment, puisque je ne fais jamais ce que me demande Étienne Balland. Je vais plutôt faire ce qui ne m'étonne pas. Voilà. Je vais faire ce qui ne m'étonne pas. Déjà, première chose, je tiens à remercier tout le monde ici, vous toutes et tous, les étudiants et les autres, de vous être impliqués, déjà en tout cas pour certains d'entre vous sur plusieurs jours, et aujourd'hui, un samedi, d'avoir donné votre temps pour le débat, pour la délibération. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de toujours assez admirable, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que les enjeux qui sont soumis au débat sont des enjeux extrêmement importants, des enjeux dont l'ampleur fait que tout le monde est concerné. Ce sont des enjeux assez simples en fait, en termes de les réduire, de les décrire. C'est des enjeux comment protéger et partager la mer. C'est ça les décisions qui vont être prises l'année prochaine. Comment on protège la mer, comment on protège les écosystèmes marins, comment on préserve la biodiversité, comment on atteint le bon état écologique et partager la mer. Alors comment on partage la mer avec les écosystèmes qui sont dans la mer, c'est-à-dire entre les humains et les non-humains, mais également comment on partage la mer entre humains, entre activités humaines et vers quoi elles doivent évoluer. Alors il y a effectivement aussi partagé avec le nouvel arrivé dans la mer qui est le potentiel développement de l'éolien en mer. Et on n'en a pas parlé aujourd'hui. Alors ça non plus, évidemment, ça ne m'étonne pas. Enfin, ça ne m'étonne pas trop. Puisque le développement de l'éolien en mer, là aussi, ça intéresse tout le monde, même les territoires qui ne sont pas ou peu ou moins concernés que d'autres. Enfin, comme j'ai la chance de présider les procédures de planification maritime sur l'ensemble du territoire, Corse et Hexagone, je peux vous dire qu'il y a d'autres territoires où ça ne se passe pas comme ça, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Enfin, moi, j'en ai pas entendu parler, ou très peu, même quand on parle de biodiversité, alors que l'éolien en mer a un impact sur la biodiversité. Et ça ne m'a pas trop étonné non plus. Ce qui ne m'a pas trop étonné non plus, c'est l'importance constante de la connaissance. Et d'ailleurs, on voit les nombreux scientifiques qui sont présents. Et l'importance de la connaissance, l'importance de l'information, l'importance du lien entre connaissance et décision, l'importance d'établir ce que l'on sait, mais effectivement aussi l'importance d'établir l'état des lieux de ce qu'on ne sait pas, quelle est la zone grise, qu'est-ce qu'on doit savoir et qu'est-ce qu'on doit savoir pour décider de quoi et quand, ce qui en fait est la définition de la planification. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans le débat que nous organisons, nous avons vraiment souhaité mener, en tout cas préparer un débat qui soit éclairé le plus possible par la parole des scientifiques. C'est pour ça que vraiment on a associé les scientifiques à la préparation de ce débat et on remercie aussi tous les scientifiques qui sont présents aujourd'hui pour éclairer ce débat et cet échange. Quelque chose d'autre qui ne m'étonne pas ou qui ne m'étonne pas trop, on va dire, c'est l'apparition aujourd'hui d'un dilemme que l'on constate partout, sur tous les territoires, en tout cas sur tous les territoires maritimes, qui est un grand dilemme d'aménagement de ce territoire, c'est-à-dire faut-il concentrer ou disperser les enjeux. Et ça s'est vu tout
tout à l'heure, lorsque vous avez parlé des aires marines protégées, des zones de protection fortes, c'est-à-dire faut-il les concentrer ici en Corse, qui est le territoire le plus, en termes de niveau de protection, le plus protégé aujourd'hui, si on met l'outre-mer de côté, et celui aussi où il y a le plus haut niveau de protection, le plus haut niveau d'ambition, je veux dire. Est-ce qu'il faut que ça reste comme ça, ou est-ce qu'il faut disperser cette protection avec d'autres territoires, par exemple la PACA, mais aussi avec d'autres façades, les ambitions et les zones de protection, si on prend par exemple la Manche ou la Normandie, seront à des niveaux résiduels par rapport à ici. Donc est-ce qu'il faut tout mettre au même endroit, ou est-ce qu'il faut disperser les efforts? C'est un enjeu qui me semble particulièrement important, parce qu'on le retrouve sur tous les sujets de planification maritime. On pourrait prendre la même chose sur l'éolien en mer. Est-ce qu'il faut mettre tous les parcs éoliens en mer au même endroit, quitte à sacrifier un territoire, ou est-ce qu'il faut tout disperser, quitte à cumuler les effets, à ce que ce soit plus compliqué pour certaines activités, et ce que l'ensemble du littoral soit impacté? À mon avis, c'est un des enjeux forts, ce dilemme est un des enjeux forts du débat, et on verra, en fonction de ces conclusions, l'enseignement que l'on peut en tirer. Une autre chose qui ne m'a pas étonné, d'ailleurs vous l'avez dit, mais vous aussi, monsieur Orsini, je crois, c'était que l'enjeu sur la protection de la biodiversité ou les zones de protection fortes n'est pas tant de les localiser, mais plutôt de savoir ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on protège, qu'est-ce que ça veut dire de protéger, comment est-ce qu'on évalue et comment est-ce qu'on contrôle. Ce qui est véritablement l'enjeu de ce sujet. Et le fait que ça ait émergé, et que ça a émergé par le débat sur les ZPF, ne m'a pas non plus trop étonné. Je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'il y a le pot qui nous attend. Je voudrais juste quand même conclure en remerciant tous ceux qui ont organisé ces échanges aujourd'hui et toute cette escale depuis plusieurs jours. Donc évidemment Étienne Balland, Anthony Autier, Dominique Delosière, Sébastien Fourmi, Magali Martin et Mathilde Salle. Également remercier tous les étudiants qui nous ont suivis, qui sont impliqués dans ce débat, qui ont fait un formidable travail depuis plusieurs jours. C'est particulièrement important qu'ils s'impliquent dans ce débat public, puisqu'on parle de prospective, donc on parle de décision à 2050. Donc c'est quand même eux qui sont aussi les plus concernés. Je vous rappelle que le débat se déroule jusqu'au 26 avril, donc il y aura de nombreux autres événements, il y aura d'autres événements aussi en Corse, en février, je crois, à Ajaccio, mais également plein d'autres endroits en Méditerranée. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller visiter le site du débat, à faire connaître le débat autour de vous, à aller sur la plateforme, à déposer des avis, puisque le succès du débat dépend évidemment des organisateurs, mais également aussi des relais que vous êtes pour communiquer le débat et les façons de participer. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. La pause se déroule au premier étage, je crois. Premier étage. Et un dernier mot pour remercier quand même aussi les expos qui sont derrière. Vous les avez peut-être vus, mais si vous n'avez pas encore vu, allez-y, le travail des étudiants, du parc marin, la Star Réseau et de Marée Vivou aussi. Donc vous avez, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, n'hésitez pas à y refaire un tour.